bonjour. Merci beaucoup à Pluriel d'avoir accepté ma proposition. Et merci de nous avoir invités dans cette ville gorgée de symboles. Pour l'instant, c'est gorgé d'eau, mais c'est pas grave. Pourquoi je parle là, c'est pas. Vous voyez, ce qui a été annoncé, c'était le fondement du beau chez le Farabi, mort en 951. J'ai changé après le titre vers le beau chez Al-Farabi. J'ai envoyé après la contribution finale, c'était de Platon à Farabi, métamorphose du beau. Vous voyez combien d'hésitations. Avant de trouver le titre qu'il faut, je veux dire pourquoi. Et je reviens un petit peu, même s'il a un peu grillé mon intervention, à l'intervention de mon ami et complice Emmanuel Pisani. Il a fait une superbe intervention pour mettre les choses au clair par rapport à l'histoire du beau, à l'histoire de l'esthétique. Alors, le problème qui se pose avec Farabi, ou avec tous les philosophes arabes, c'est qu'on ne peut pas parler d'esthétique. Donc, je jette un pavé dans la mare, et après, on pourra en discuter. Il n'y a pas de question d'esthétique telle qu'elle a été. Le mot, il est du XVIIIe siècle. La définition, c'est la science de la sensation, de la sensibilité, c'est Baumgarten. Après, bien sûr, ceux qui ont jeté les bases d'une théorie du beau ou de l'esthétique, après Baumgarten, c'est son contemporain Emmanuel Kant. Il n'y a pas cette histoire dans l'histoire de la philosophie arabe ou latine. Je ne dirais même pas chez les Grecs, il n'y a pas une théorie du beau. Il y a encore moins une théorie de l'art. C'est quelque chose qu'il faut vraiment préciser, parce que voilà, le rôle des philosophes, c'est de préciser les termes et de dire les choses comme elles doivent être dites. Qu'est-ce que ça veut dire l'art? L'art, c'est un terme qui se confondait avec la technique. Vous avez les écoles des arts et métiers. Ce n'est pas l'art, ce n'est pas l'esthétique, c'est la technique. On les appelle toujours les arts et métiers. L'art n'a reçu une théorie philosophique qu'à partir de Baumgarten et Kant, avant Hegel, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire l'art? C'est une activité humaine qui produit des œuvres qui interpellent l'esthétique, ou bien la sensibilité esthétique. Est-ce qu'on peut trouver ça chez les philosophes arabes? Je m'en doute. J'essaie de résumer, de ne pas lire parce que le sujet, j'ai hésité plusieurs fois parce que j'ai beaucoup travaillé sur Farabi, mais c'est la première fois que je travaille sur le beau par hasard, parce que justement, mon ami Emmanuel Pisani m'a dit il faut que tu prépares quelque chose sur le beau. J'ai dit ce que je connais le plus, c'est Farabi. J'ai trouvé le beau, il y en a partout, comme il y a le beau chez Averroès, comme il y a le beau chez Avicenne, chez Ghazali, mais dans quel sens? Ce qu'on va voir. Alors, j'ai commencé à travailler sur les textes de Farabi. Il y a bien le Jamil, l'Ajmal, al-Baha, tout ça, ça existe. Tous les mots qui rappellent la beauté existent. Mais ils ne sont pas recherchés en eux-mêmes. Le beau n'est pas recherché en lui-même. C'est par occasion, on en parle. Et je dirais plus pour Farabi. Le beau, c'est quelque chose qui s'impose comme une conséquence de son système. Et je m'explique. Et là, je rentre dans mon sujet, je vais un petit peu lire parce que sinon, je n'aurai pas le temps, je peux rester à faire le discours ici jusqu'à demain. Alors, il faut que j'avance un petit peu. J'essaye... Alors, c'est pas comme ça. Non, ça ne marche pas. J'essaye, bien sûr, de répondre à la question ou bien à la problématique que vous voyez devant vous. Comment le beau platonicien passe-t-il d'une idée séparée et objet de contemplation pour devenir chez Al-Farabi un principe d'ordre et de perfection inscrit dans le cosmos et dans la cité? Ça a été un petit peu évoqué par Emmanuel, que je vais citer souvent. Donc le problème est là. Donc il y avait quelque chose qui a précédé Farabi. On a Farabi, je dirais dans quel sens, dans la discussion, ou dans quel cadre, il a reçu l'enseignement de Platon. Et on a fait un livre qui résume les dialogues de Platon dans La République, le Phèdre et le Banquet. Les trois dialogues où il est question du beau. Alors, quel est le beau chez Farabi? Je vais très vite parce que je vous donne le premier texte, je vous laisse lire. Donc, c'est le texte du Banquet. C'est Diotime qui parle. Dans le premier texte, le beau comme idée, avec majuscule. Le beau est fondamentalement une idée intelligible, éternelle et immuable. Les beautés sensibles n'en sont que des participations imparfaites et changeantes.
Je vais un peu vite, tant pis, je sais que je ne vais pas le lire, vous n'allez pas le lire tout de suite. Deuxième texte est celui de Phèdre. Le Phèdre, ça veut dire le beau d'ailleurs. Le texte, ça veut dire Phèdre ou le beau. Dans le texte sur le beau, dans le Phèdre, le beau comme moteur de désir philosophique. Le beau est partiellement visible dans le monde sensible et celui qui suscite l'éros, c'est-à-dire un désir qui est loin de s'arrêter à l'objet perçu, guide l'âme vers son principe, le vrai et le bien. Troisième texte, le beau comme médiateur entre le sensible et l'intelligible. Le beau apparaît dans les formes sensibles, mais pour renvoyer par un mouvement anagogique à l'âme et à l'ordre intelligible des idées. Alors, pour reprendre un peu ces trois idées, le banquet, le Phèdre et la République ont permis de mettre en évidence le statut singulier du beau dans l'œuvre de Platon. Il va sans dire que le beau ne constitue pas une catégorie esthétique, mais cela ne l'empêche pas de se donner à lire comme une notion métaphysique, centrale, inséparable de l'idée du bien et de la formation de l'âme philosophique. Le beau, dans les trois textes, est ce qui appelle l'âme hors du monde, ce qui la détourne de l'immanence pour l'orienter vers la transcendance de l'intelligence. C'est le bien au-delà de l'essence, je le dis un peu en grec, epekaina tis ousias. C'est précisément ce point, le statut du beau, comme médiation orientée vers la transcendance, qui ouvre la voie à une interrogation nouvelle. Que devient le beau lorsque la lumière n'est plus projetée sur la séparation de l'idée, mais sur l'ordre du monde lui-même, sur la rationalité du cosmos et sur la finalité de l'existence humaine. Alors, pour le dire autrement, comment concevoir le beau lorsque celui-ci ne renvoie plus principalement à un au-delà de l'être, mais à la structure même de l'être et du réel? Et c'est à cette configuration-là, du beau, tributaire bien sûr de Platon, et inscrite dans un autre cadre, ontologique que va nous convier la pensée de Farabi. Mais avant, donc, voilà, non, ça avance pas. Si. Voilà les trois idées que je viens de voir. Alors, le premier texte, je vous laisse comme ça vous aurez la lecture. Alors, mais avant d'arriver à ce texte, entre Platon et Farabi, bien sûr, l'eau a bien coulé, mais il y a un texte qui viendra perturber tout ça. Et un texte un peu, donc j'ai appelé ça la réception arabe, un héritage indirect et déjà transformé. Vous avez, bien sûr, j'ai dit que Al-Farabi a connu Platon. Il a écrit un livre, ça s'appelle, je vous donne le titre, Falsafat Aflatun wa ajza'uha wa maratib ajza'iha min awwaliha ila akhiriha. Un long titre. Donc je traduis. La philosophie de Platon, c'est parti, et les hiérarchies de ces parties, depuis la première jusqu'à la dernière. Donc ce texte laisse un peu perplexe, parce qu'on ne sait pas si Al-Farabi a connu les dialogues, ou bien on a entendu parler des dialogues, les a résumés, parce que vous avez la République, parfois c'est 6 lignes, vous avez le Phèdre, c'est 5 lignes, vous avez, etc., etc. Est-ce qu'il connaissait tout ça par lui dire, comme souvent le cas chez Farabi, ou bien il avait les œuvres de Platon. Et quand on sait que les œuvres de Platon, on le verra peut-être avec Galien et avec Razi, toutes les œuvres de Platon n'ont pas été traduites à l'époque. Donc on connaissait Platon surtout par l'intermédiaire de Plotin un petit peu, et par quelques textes qui passent de Galien à Razi. Alors, il y a quelque chose qui va se passer et qui est une bombe atomique. C'est l'arrivée d'un texte dont je ne sais pas d'où, qui s'appelle la théologie d'Aristote. Et la théologie d'Aristote, on croyait que c'est Aristote alors que ce n'est pas Aristote. Le premier qui va s'en rendre compte vraiment que ce n'est pas un texte d'Aristote, c'est Averroès. Mais Farabi, tous les philosophes de l'époque ont cru que ce texte était un texte d'Aristote. Alors qu'on voit clairement qu'il s'agit de Plotin et qu'il s'agit des Énéades. Donc c'était un résumé des Énéades 4, 5 et 6.
reformulation des idées de Plotin. Qu'est-ce qu'on dit dans la théologie du beau? Là, par contre, ce texte est gorgé de mots qui renvoient au beau, et al-baha, al-jamal, ila ghayr dhalik. Dans la théologie d'Aristote, le beau n'est plus une idée séparée à contempler, au sens platonicien, mais le rayonnement de l'intelligence dans l'être, proportionnel à son degré de participation à l'un. La beauté devient ainsi inséparable de la perfection ontologique, de l'ordre hiérarchique et de l'achèvement de la forme. Le premier texte, il y en a plusieurs, ce que je vous donne, c'est celui-là. Al-khaliqa fa innaha lamma sarat hasana bahiyya kathirat al-washi متقنة واقعة تحت الأبصار صار الناظر إليها إذا كان عاقلا لم يعجب من زخرف ظاهرها بل ينظر إلى باطنها فيعجب من بارئها ومبدعها فلا شك أنه في غاية الحسن والبهاء لا نهاية لقوته إذ فعل مثل هذه الأفاعيل الممتلئة حسنا وجمالا وكمالا فلو أن الباري عز وجل لم يبدع الأشياء وكان وحده فقط لخفيت الأشياء ولن يكن حسنها وبهاؤها ظاهرا بينا. Ce qui m'intéresse dans ce texte, vous voyez, c'est la création, à mettre entre guillemets, parce qu'il s'agit d'une émanation, en fait. La création n'est pas ex nihilo. Ce qui m'intéresse, vous voyez, si Dieu n'avait pas créé le monde, on n'aurait pas vu sa beauté. C'est ça qui est premier c'est là où si le monde n'a pas été créé, ben on ignorait la beauté du monde. Comme si la beauté était vraiment le but de la création. Donc, vous avez le texte en français, j'espère, vous voulez que je le lise, je n'ai pas le temps peut-être. Hein. Donc, ce texte est purement plotinien, même si l'on ne reprend pas les termes utilisés par Plotin. La beauté du monde sensible est un signe menant vers les termes utilisés par Plotin. La beauté du monde sensible est un signe menant vers la beauté du principe. C'est pas le bari. La création fonctionne comme théophanie, rendant visible ce qui en soi demeure caché. La perfection des effets révèle l'infinité de la puissance créatrice. Donc, dans la perspective plotinienne, reprise par la théologie d'Aristote, est beau ce qui est pleinement en acte. La laideur donc renvoie au manque, à la privation et à l'inachèvement. Le beau manifeste au contraire la plénitude de l'être et la proximité du principe. Je vais aller un petit peu plus loin parce que là je vais sauter, bien sûr, parce que dans le schéma néoplatoniste, donc vous avez un autre texte, je vous laisse lire et moi je continue. Dans le schéma néoplatonicien que reprend la théologie d'Aristote, la communication du bien par l'âme au monde sensible et en même temps communication de la forme. Or, la forme, as-soura, est ce qui confère à l'être l'unité, ordre, perfection, c'est-à-dire précisément les traits constitutifs du beau. Tous ces mots-là sont synonymes dans la théologie d'Aristote. Dès lors, la beauté n'apparaît plus comme une qualité esthétique ajoutée, comme chez Platon, aux choses, mais comme le signe ontologique de leur participation au principe. Alors, comment tout cela va s'articuler chez Farabi? J'ai encore combien? J'ai le temps, parce qu'il me reste des choses importantes. Alors, comment tout cela va rejaillir sur la conception de Farabi? J'ai sauté beaucoup de choses, j'espère qu'avec une publication, parce que le travail est encore en chantier, on verra tout ça. Le beau est désormais intégré à l'ordre de l'être et n'est plus une idée autonome, mais un indice de perfection lisible dans le cosmos. J'ai oublié de dire que le cosmos, ça veut dire beauté. Hein. Quand on a envie de se maquiller, on va chez le magasin cosmétique. Voyez, pour ne pas l'oublier, hein, chez les Grecs, la beauté, elle est dans le cosmos. C'est autre, surtout chez les stoïciens. Mais je passe, parce que c'est un détail que je reprendrai dans la publication. Le beau ne sera pas comme réalité séparée, mais comme fonction de l'ordre, de l'harmonie et de la finalité. Donc Farabi, la dernière partie s'appelle Al-Farabi, du beau contemplé au beau réalisé. Voilà, le texte de Farabi dans Ahl al-Ara, Ahl al-Madina al-Fadila. D'abord, des remarques préliminaires, très vite, s'il vous plaît, c'est très important. Alors, normalement, dans la culture arabe, ce qu'on vient d'entendre, on aurait aimé, on s'attendrait à ce que la beauté soit dans la poésie, à ce que la beauté soit dans les discours. Inna min al-bayan ila sihran, un hadith. Vous traduisez à vos voisins, s'il vous plaît. Ou bien, ash-shi'ru a'dabuhu al-kadhub. On passe. Donc, dans la poésie,
dans le discours, dans la rhétorique, c'est là où on s'attend à trouver la beauté. Pas du tout chez Farabi. La poésie, la rhétorique et la poésie sont amarrés à ce qu'on appelle l'organon élargi. Ils ne font pas partie, les deux, rhétorique et poétique, ce ne sont pas des domaines extérieurs à la logique, mais ce sont des disciplines déductives. Sina'at qiyasiyya, yaqul Farabi. Sina'at qiyasiyya, discipline déductive. Donc, on peut faire un syllogisme démonstratif, qiyas burhani, comme on peut faire un qiyas jadali, syllogisme dialectique, comme on peut faire des syllogismes rhétoriques et des syllogismes poétiques. Alors, on comprend, depuis le 5e siècle, jusqu'au 2e, y compris à Averroès, la poétique, c'est quelque chose qui relève de la logique. La beauté n'est que accidentelle. Il faut que le poème, quel qu'il soit, respecte les consignes de la logique et de l'organon. Et c'est très important. La rhétorique, pareil. La rhétorique a deux parties. Elle se divise en deux, je dirais. C'est une hajina, comme on dit, hybride. Il a un côté pratique, comme la poésie, et un côté logique qui la rapproche de la dialectique. Il peut même être considéré comme la réplique de la dialectique. Et c'est très important. Donc, par un côté, elle est logique, déductive. Par un autre côté, elle est pratique et se rapproche de la poésie. C'est comme ça qu'il va ramener la poésie vers elle. Donc, on s'attend à trouver tout ça, la beauté dans le poème, dans les discours, mais non, c'est pas là. Deuxième chose. Encore Emmanuel a parlé de Kitab al-Musiqi al-Kabir, pas Kitab al-Musiq. C'est un autre problème. Là aussi, on s'attend que la musique soit bien sûr un lieu de la beauté. Mais la beauté n'est que secondaire. Ce qui intéresse Farabi dans Kitab al-Musiq al-Kabir, c'est que la musique est une discipline des mathématiques. On va voir, par occasion, elle peut être, le texte donné par Emmanuel, par occasion, elle peut jouer un rôle éducatif. Comme, bien sûr, les artistes qui sont refusés dans la République de Platon, sauf quand on peut les utiliser pour un peu faire aimer la nation, comme on fait avec les hymnes nationaux et tout ça, aux petits, comme on peut avoir un rôle éducatif. Alors, un texte de Farabi, le beau n'est pas une idée, avions-nous dit, mais elle est l'effet visible de la perfection d'un être. Un texte de Farabi va nous aider à comprendre sa conception du beau. Voyez le texte, alors vous n'avez pas que le jamal, vous avez le jamal, wal baha, wal zina, c'est pas toujours négatif. C'est de la beauté, j'aurais pu travailler sur la beauté au Coran. Zina, c'est pas toujours négatif, je parlerai avec Emmanuel après. Surat al-Mulk, c'est de la beauté. والجمال والبهاء والزينة في كل موجود هو أن يوجد وجوده الأفضل ويحصل له كماله الأخير. Je lis parce que parfois la grammaire fausse la lecture. C'est mal lu. ويحصل له كماله الأخير وإذا كان الأول وجوده أفضل الوجود فجماله فائت لجمال كل ذي جمال. وكذلك زينته وبهاؤه ثم هذه كلها له في جوهره وذاته وذلك في نفسه وبما يعقله من ذاته وأما نحن البشر يعني les hommes فإن جمالنا وزينتنا وبهاءنا هي لنا لأعراضنا لا بذاتنا وللأشياء الخارجة عنا لا في جوهرنا والجمال فيه والكمال ليس هما فيه سوى ذات واحدة وكذلك سائرها. J'ai travaillé des années sur Farabi et je ne sais pas pourquoi ce texte m'échappait. Voilà l'occasion maintenant d'en parler. Alors, le texte, qu'est-ce qu'il pose d'emblée une règle universelle. La beauté, l'éclat et l'ornement sont conditionnellement liés à la perfection de l'être. Il distingue ensuite deux beautés. Une minute. Alors, deux beautés, bien sûr. La beauté du premier principe de Dieu pour Farabi et la beauté de l'existence qui est accidentelle, la nôtre. Alors, comment ces deux beautés peuvent participer et peuvent être ensemble. Alors,
Farabi nous dit de ce texte Al-Mawjoudat kathira wa hiya ma'a katratiha mutafadila. Je vous laisse lire. Donc, le passage ici met implicitement en place une esthétique ontologique. La valeur d'un être dépend de sa part d'existence, déterminée par sa proximité du premier principe. La hiérarchie des êtres est ainsi une hiérarchie de perfection. C'est parce qu'il y a le schéma émanatiste, il ne faut pas l'oublier, de la théologie d'Aristote, où l'univers, ou le monde, où l'existence est unique. Il y a unité de l'existence finalement avec ce schéma qui va donner lieu bien sûr à tous les schémas des sophistes, des sophies qu'on connaît. Bien sûr, il me reste à parler de la cité. Je vous donne que le texte. Comment cette beauté va bien sûr rejaillir sur le Madina al-Fadila. وأجزاء المدينة الفاضلة تشبه أعضاء البدن التام الصحيح الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حياة الحيوان وعلى حفظها له. Cette hiérarchie et cette proximité de l'être, on va la retrouver dans le Madina al-Fadila. J'arrive à la fin sans avoir tout dit. Merci beaucoup.